Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cet atelier consacré, matinal, consacré au sujet des RPS, et avec l'angle suivant, c'est de voir comment on traite les situations individuelles, mais comment on fait le pont avec les approches collectives de prévention, hein. C'est ça le fond du sujet qui va nous intéresser pendant cette 1h15. Et donc, merci au cabinet IAPR de parrainer cette rencontre avec Sophie Flamand et Jean-Michel Forêt. Donc, Avec plaisir. merci à vous, et vous aurez l'occasion de nous présenter votre démarche, hein, et d'être un peu expert un peu sur le sujet et d'intervenir en rebond de nos 3 intervenants. Alors pour l'instant, vous en voyez que 2, mais Romain Thévenon, qui est DRH de l'ACOS, donc la structure de tête de l'URSSAF, va nous rejoindre dans pas longtemps. Et donc nous avons Valérie Badjiani, qui est en charge, qui est conseiller fédéral à la Fédération CGT des bureaux d'études. Et Jean-Paul Bouillet, tu es donc secrétaire CFTC du CSE de HPE. Donc merci à vous 3 d'intervenir. Et donc pour lancer le sujet, donc l'idée c'est de faire le pont entre individuel et collectif en matière de RPS, et de façon sous-jacente, ça induit aussi le travail collectif que ça sous-entend. Dès lors que l'ingénierie collective que ça sous-entend pour faire autant du traitement individuel que du traitement collectif, et aussi la capacité à travailler ensemble, et avec les limites que ça peut sous-entendre, hein, entre les représentants du personnel et les directions sur le sujet. Donc on a 1h15, on peut pousser jusqu'à 1h30. L'idée, c'est vraiment d'avoir des retours d'expérience et que l'IAPR puisse rebondir dessus, puis donner une vision plus globale aussi, hein, une approche plus globale, mais aussi et surtout pouvoir interagir avec vous dans la salle. Donc merci de votre participation, et donc vraiment n'hésitez pas à poser vos questions soit dans la partie de chat, hein, il n'y a aucun problème pour le faire dans la partie de chat, ou si vous voulez poser votre question de façon plus structurée, avec la possibilité de les noter, etc., de les rentrer vous les posez dans la partie questions. Donc, dans les 2 cas, elles seront appréhendées, et l'idée, c'est qu'on puisse interagir vraiment entre vous dans la salle et nos intervenants. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment pris en compte et on l'intègre dans le temps. Donc, pour commencer tout de suite, Sophie, je te passe la parole. Donc, tu es directrice générale adjointe de l'IAPR. Donc, si tu peux un peu nous parler, peut-être, vous avez, à l'IAPR, tu présenteras mieux que moi la structure, mais vous faites de l'accompagnement psychologique et vous avez des lignes dédiées pour ça, notamment. Et ça peut être intéressant de t'entendre sur un peu la typologie des appels, des demandes que vous avez eues tant de la part des salariés que des managers, parce que vous adressez aussi les demandes des managers pendant cette période, depuis le premier confinement, et peut-être par comparaison avant. Enfin, si vous avez des données, Sophie, là-dessus, déjà en premier, puis je te laisse un peu présenter le pourquoi de votre positionnement sur un sujet tel que celui-ci. Sophie. Merci Rodolphe. Oui, alors donc je suis la directrice adjointe de la structure IAPR, qui est l'Institut d'accompagnement psychologique et de ressources, qui a été créé en 2020 à l'initiative de la RATP et la GMF, dans le but en fait d'aider les salariés victimes de traumatismes à la fois physiques et psychologiques dans le cadre du travail. À la suite de ça, c'est une association qui est devenue ensuite une SAS. Et en 2016, Oasis Consultant est rentré dans le capital de la SAS en tant que partenaire majoritaire. Bien sûr, RATP et GMF restant des actionnaires de référence. Donc, ça explique aussi un peu aussi le cœur et l'ADN de l'IAPR, au sens où notre accompagnement au premier lieu était centré sur le post-traumatique, pour venir à ce qu'aujourd'hui on peut appeler la santé psychique au travail. Et donc, si originellement on travaillait avant tout sur l'intervention post-traumatique dans des situations de violence externe, on peut penser à des agressions physiques, menaces, braquages, etc., attentats. Aussi, on intervenait sur des situations de crise, du type décès, accidents graves. Et progressivement, on a couvert d'autres situations post-traumatiques, psychotraumatiques, internes à l'entreprise, qui vont sur des questions de conflit, d'épuisement professionnel, mais aussi d'accompagnement dans le cadre, malheureusement, de situations de restructuration qu'on connaît aujourd'hui et de transformation d'entreprise. À cela, du coup, s'est développé un certain nombre d'accompagnements, que ce soit sur le volet psychologique, bien évidemment, avec du conseil à l'encadrement,
mais également du développement de formations adaptées et bien sûr aussi de l'accompagnement sur la prévention primaire, ce qu'on appelle des diagnostics, des baromètres, pour pouvoir accompagner au mieux ces entreprises, pour pouvoir aussi même intervenir sur les 3 niveaux de prévention. Enfin, une chose importante sur l'IAPR, c'est de se dire aussi que on est avant tout centré sur l'accompagnement humain en face à face, et que ce soit en individuel ou en groupe, même si aujourd'hui, c'est vrai, on est dans une période où il a fallu s'adapter et avoir des dispositifs un peu hybrides associant les deux, en fait, à la fois le distanciel et le présentiel. Alors, sur les tendances, tu évoquais le fait que, voilà, quelles étaient les tendances pour la prise en charge des demandes sur cette période un peu particulière de crise sanitaire. On peut déjà évoquer plusieurs choses. Entre 2019 et 2020, il y a un accroissement significatif du volume d'appels en faveur notamment des numéros verts. Numéros verts, quand on parle de numéros verts, c'est les numéros dédiés aux salariés ou agents directs qui sont pris en charge individuellement. La proportion va être plus grande sur ce numéro vert que sur le numéro bleu qui est dédié au conseil à l'encadrement, à la gestion de crise. Et en fait, on est passé d'une proportion de 60-40 entre le numéro vert et le numéro bleu à 70%, 30% pour le numéro bleu. C'est une moyenne globale, ça ne révèle pas toutes les situations d'entreprise, mais ça témoigne en tout cas de la nécessité d'une prise en charge individuelle parce qu'il y a des problématiques qui relèvent à la fois de la sphère professionnelle et de la sphère privée. On va voir que va avoir vraiment une propension à prendre en charge des situations intrafamiliales, conciliation vie privée, vie professionnelle. Après, sur ce qu'on peut évoquer aussi, c'est en termes d'évolution entre le premier et le deuxième confinement. Il y a eu vraiment une très forte sollicitation des salariés, des agents sur le premier confinement. C'était une situation inédite, donc ça a nécessité pour beaucoup des psychologues internes, et je laisserai aussi potentiellement la parole à Jean-Michel s'il veut compléter, mais il y a eu besoin d'accompagnement à la fois sur de l'information, sur les risques de la Covid, quels sont comment, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a des risques vis-à-vis de ma famille? Est-ce que je peux aller au travail? Et ensuite, il y a tout le volet d'accompagnement aussi, je dirais, psychologique sur l'angoisse, sur les inquiétudes liées au confinement, sur être confronté aussi à des questions de maladie, de décès. Enfin voilà, tout ça a été, très sollicitant. Et ensuite, il y a eu le deuxième confinement, où là, le nombre d'appels a été moins important. Ça n'empêche que les situations ne sont pas moins sensibles, puisque les situations qui ont pu être évoquées au premier confinement viennent d'être ravivées par le deuxième confinement et posent un certain nombre de questions, alors à des sujets qui peuvent être parfois très traumatisants. Donc voilà, ça, c'est des éléments que je voulais mettre en avant. Après, ce que ça a permis aussi, cette période de crise sanitaire, c'est que on s'est rendu compte aussi que, bien sûr, c'est du cas par cas en termes d'entreprise. La sollicitation du numéro bleu, par exemple, sur certaines entreprises, elle a augmenté de 100%. Et sur d'autres, c'est pas le cas, c'est plus le numéro vert. Ça va vraiment dépendre aussi des situations de télétravail imposé ou pas, sur les modalités ou pas, on peut se rendre ou pas sur site. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui viennent interroger cette question. Enfin, peut-être un élément important, c'est les nouvelles demandes qui émergent sur les dispositifs numéro bleu, donc c'est dédié à l'encadrement, même si bien sûr le post-trauma est quand même le premier sujet de sollicitation par les managers, par les signalants, quels qu'ils soient. Il y a eu aussi un développement de besoins sur comment je peux manager à distance, comment accompagner les collaborateurs en difficulté dans le cadre du confinement, comment je peux maintenir le lien social, comment maintenir la cohésion ou voire le retour à l'emploi, et c'est un des sujets que va aborder Monsieur Thévenon sur ces questions. Et donc, du coup, ça contribue aussi à ce qu'on développe un certain nombre du conseil à l'encadrement adapté à ces situations, mais aussi des éléments de sensibilisation aussi, sur lesquels Jean-Michel pourrait aussi vous apporter des éléments d'éclairage, où il a fallu développer des temps collectifs en visioconférence pour essayer d'appréhender ces mécanismes et les difficultés qu'on peut rencontrer dans ces situations particulièrement atypiques. Et puis, bien sûr, aussi des accompagnements sur le volet de baromètre pour pouvoir appréhender, sonder les situations et remonter les signalements sur un plan collectif et pour pouvoir apporter un plan d'action adapté. Entendu. Merci Sophie. Sur l'organisation du travail à l'IAPR, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Vous êtes donc il y a une trentaine de consultants.
avec une certaine polyvalence. Et comment ça se passe? Il y a l'articulation entre individuel et collectif au niveau de l'équipe IAPR par rapport à des demandes individuelles. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à croire que on prend en charge un individu, c'est géré individuellement et ça s'arrête là. Pas du tout. Notamment sur des questions de relations d'aide, sur des situations individuelles sensibles ou complexes. On peut penser à des crises suicidaires, on peut penser à des enquêtes pour harcèlement, on peut penser à plein de choses. En fait, ce qui se passe en interne, le collectif est ressource, c'est-à-dire que très régulièrement, quand il y a des situations de cette nature, il y a une intervision qui s'opère entre psychologues, c'est-à-dire que une situation nécessite de pouvoir échanger entre pairs, et donc on va prendre le temps de pouvoir partager une vision collective sur une situation individuelle. Ensuite, souvent, la plupart des dossiers, en tout ce qu'on appelle des dossiers, mais en tout cas, une situation donnée, il y a une revue collective qui s'opère, puisqu'en fait, on n'est rarement seul sur un dossier, d'où le temps de partage collectif pour identifier la solution, en tout cas, l'accompagnement adapté au regard de la situation. C'est vraiment pour nous, et je pense que c'est le principe même de la relation d'aide. Faut avoir conscience de ses limites, mais aussi il faut savoir apporter l'accompagnement adapté en ayant la bonne prise de recul. Après, ce qui peut être aussi un autre élément important dans le thème de l'organisation du travail, qui est aussi spécifique, en tout cas qui est notre marque de fabrique, c'est que on a cherché avant tout et surtout à ce que l'équipe soit polyvalente, c'est-à-dire qu'elle puisse intervenir sur aussi bien du conseil à l'encadrement, de la formation, des diagnostics, etc. Donc, face à des demandes, par exemple, où il y a un client insignalant, ça peut être un RH, ça peut être un manager, ça peut être un préventeur, qui nous passe commande, entre guillemets, je caricature un peu, en disant, voilà, moi, je veux que vous que vous organisiez un collectif, un groupe de parole dans le cadre d'une enquête, par exemple, paritaire. Je donne ça comme exemple en disant, voilà, on va réguler les tensions qui peuvent opérer. Alors, face à ce type de demande, on va venir réinterroger la demande pour s'assurer que de pouvoir proposer un accompagnement qui ne vient pas potentiellement aggraver la situation, mais plutôt la contenir. Donc, on va venir à la fois, le psychologue va pouvoir faire cette analyse pour adapter pour analyser le besoin et être en appui aussi par l'équipe conseil qui peut être en appui justement pour intervenir sur des situations plus collectives. Voilà ce que je pouvais dire sur. Entendu. Merci Sophie. Alors, excusez-moi, je fais une petite aparté, mais j'ai un problème technique. Je me suis un peu mélangé les pinceaux. Je crois que c'est pas qu'un bug, c'est moi au niveau par rapport à Romain Thévenon. Donc, histoire que je continue à essayer de le faire intervenir et de régler ce problème technique. Jean-Paul, je vais te passer la main. C'était pas prévu comme ça dans le fil rouge, mais justement, il faut improviser. Jean-Paul, donc tu es secrétaire de CCC du CSE d'HPE et toi, tu as un retour d'expérience récent de salariés qui, à titre individuel, vous ont questionné, qui étaient en situation d'exposition à des risques RPS. Magnifique, bravo. Ah, formidable. Bienvenue parmi nous. Vous êtes monté sur scène. Bonjour à toutes et à tous. Ça me rassure. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on fait? On reste sur la foulée allez-y, restez sur la foulée, je vais pas vous pourrir le débat. Ouais, peut-être que ça pourrait partir en vrille après, donc on va rester comme ça et vous reprendrez la main après Jean-Paul. Donc, Jean-Paul, donc, tu as une expérience donc récente donc, des salariés qui vous consultent par rapport à des situations individuelles compliquées. Et à partir de là, quelle est ton analyse sur la capacité des élus à répondre dans un contexte qui est celui que tu vas nous décrire, qui est plus global que celui d'HPE, mais… Merci Rodolphe. Donc, comme Sophie, on fait le constat d'augmentation des risques psychosociaux et de leur aggravation avec la crise sanitaire. En ce qui nous concerne, avec le télétravail à outrance, et puis également avec des craintes pour l'emploi. Voilà, je pense que c'est assez généralisé, mais l'augmentation est spectaculaire. Et en parallèle, les représentants du personnel ont de moins en moins de moyens depuis 2008, et là aussi, ça s'est aggravé avec le passage au CSE, la disparition des CHSCT, des DP notamment.
Donc, ce que je constate, c'est que déjà, on ne peut pas partir du principe que les problèmes vont nous remonter, même s'ils sont en augmentation spectaculaire. Beaucoup de salariés se disent ils sont forcément au courant. Eh ben non, on n'est pas forcément au courant parce qu'on est de moins en moins nombreux, de plus en plus en télétravail, à distance des salariés, etc. Donc, quand on entend parler de risques psychosociaux, bien souvent, c'est trop tard. Et on n'est plus du tout dans la prévention. On est dans la réaction et la gestion de crise. Donc récemment, effectivement, Rodolphe a identifié dans le cadre de réorganisation, dans un service, un cas de souffrance. Donc au départ, on pensait que c'était un cas assez particulier. Et puis en creusant, on a identifié un problème beaucoup plus vaste concernant toute une équipe. Donc voici la méthode que l'on a utilisée. C'est-à-dire, et les conseils peut-être je peux donner à notre niveau, la CFTC chez HPE. Une fois détecté une situation individuelle de RPS, il va falloir tout d'abord distinguer ce qui est professionnel de ce qui est personnel. Voilà, on a vu avec la présentation de Sophie qu'il y avait autant de problèmes professionnels que de personnels. Et puis, ce qui est exceptionnel dans la situation de ce qui est récurrent. Ensuite, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a pu provoquer cette situation? Et surtout, est-ce que c'est un problème isolé ou est-ce que c'est un problème collectif? Et le risque, c'est de faire d'un problème détecté immédiatement une généralité, foncer tête la première, sans avoir enquêté suffisamment pour savoir si ça cachait autre chose ou si ça justifiait donc d'alerter et d'utiliser tous les moyens à notre disposition. Pour faire cette détection, ce travail d'enquête, il y a un outil qui est indispensable, qui est l'écoute active. Et ça devrait être obligatoire, la formation à l'écoute active dans les formations CSSCT, les formations de représentants du personnel. Vous trouverez très facilement des tutos sur Internet, tapez écoute active et c'est vraiment indispensable. Apprendre à écouter beaucoup plus que de parler et comprendre ce qui se passe, établir une relation de confiance avec le salarié qui va être basé sur la confidentialité, hiérarchiser les problèmes, les différencier et tenter d'identifier les causes de cette situation. Une fois qu'on a acquis la conviction que, outre ce problème individuel, il peut y avoir d'autres situations similaires, il va falloir enquêter plus largement et pour cela faire fonctionner le réseau. Le réseau, ce sont tous les élus, les adhérents, les sympathisants, les salariés. Et puis ensuite, dans cette méthode, la dernière partie, c'est établir des faits. Et cette enquête qui est officieuse, va devenir à ce moment-là officiel et pour cela, utiliser tous les moyens qui nous restent à disposition et dont je parlerai sans doute plus tard. Ouais, eh bien, là, je rebondis. Donc, si je ne me trompe pas, dans la situation donc, que tu décris, l'enquête paritaire, la direction ne veut pas rentrer dans le jeu d'une enquête paritaire. On est d'accord? Oui, alors ce qui se passe, c'est, et pour ceux qui étaient dans les CHSCT et qui sont passés au CSSCT, c'est une situation qui doit être vraiment très frustrante parce qu'ils ont perdu le pouvoir consultatif, ils ont perdu la possibilité de voter des expertises et ils ont perdu la possibilité même de bloquer l'entreprise. Souvent, on disait que le CHSCT, c'était l'instance la plus puissante. Donc, rien n'est fait pour faciliter, c'est ce qu'on constate, hein, leur travail, et notamment leur travail d'enquête, et ils doivent se débrouiller tout seuls. On leur fait bien comprendre qu'ils sont une simple commission désormais, et que c'est le CSE qui a récupéré ses pouvoirs. Le problème, c'est que le CSE, il a aussi beaucoup d'autres choses à faire. Donc, notre conseil dans ce cas-là, c'est de lui redonner un maximum d'importance. Et bien sûr, on n'a pas le choix, on ne peut pas lui donner ce pouvoir consultatif et ce pouvoir de vote d'expertise, mais on doit pouvoir retrouver dans les CSSCT ce qu'il y avait dans les CHSCT. Et pour cela, comment est-ce que le CSE, enfin moi c'est ce que je fais en tant que secrétaire d'un CSE qui sert 900 salariés, pour cela le CSE doit soutenir le ou les CSSCT, pour les entreprises qui en disposent, bien sûr, parce que la compétence de cette commission, ses moyens d'action vont dépendre de ses relations avec le CSE et des domaines dans lesquels elle aura reçu la délégation du CSE.
Juste pour finir sur ce sujet, la Excuse-moi, délégation. excuse-moi, Jean-Paul, de te couper, mais est-ce qu'on voit ce que je projette à l'écran? Je suis pas certain. Oui, oui. Oui. Ça, c'est un extrait du règlement intérieur adapté chez HPE pour justement décrire ce que présente Jean-Paul. Oui, parce que cette délégation du CSE va reposer sur deux choses. La rédaction du règlement intérieur du CSE, qui est super importante, parce qu'elle va définir les attributions et le mode de fonctionnement du ou des CSSCT. Et souvent, ça peut venir d'un accord IRP pour ceux qu'on dispose. Évidemment, beaucoup de choses se sont jouées lors du passage au CSE. Et ensuite, il y a le vote ponctuel de délibération qui vont confier au CSSCT les moyens d'agir. Donc, un exemple concret, très récent, on a eu à rendre des avis motivés sur des réorganisations qui ont été mises en place le 1er novembre. Et je vais vous lire Je vais la projeter. L'extrait de l'avis. C'est tout petit, donc c'est peut-être difficile à Voilà, lire. mais je vais vous lire, il y a qu'une phrase, l'extrait de l'avis qui a mandaté les CSSCT pour faire suite aux problèmes de reclassement liés à des changements brutaux d'équipe et de métier qui, bien que largement prévisibles, n'ont pas été anticipés et sont désormais générateurs de RPS. Le CSE missionne les deux CSSCT, parce qu'on a deux CSSCT, un pour l'Île-de-France et un pour la province. Le CSE missionne les deux CSSCT pour l'accompagnement et le suivi des changements subis par les salariés de l'équipe au travers de cette réorganisation. Et donc, face au refus de contribuer ou de faciliter l'enquête, les deux CSSCT peuvent produire le règlement intérieur qui a défini leurs attributions et leur mode de fonctionnement au-delà on va dire, des minimums légaux, et ce mandat du CSE qui peut être voté à chaque avis. Hein. Attendez, ouais, ça c'est un éclairage, à mon sens, intéressant sur comment on peut donner du sens au règlement intérieur du CSE à l'égard sur les prérogatives de la commission. Merci Jean-Paul pour cet éclairage. Un dernier point, Jean-Paul, tu m'expliquais que HPE, entreprise américaine, il y a un code de conduite et c'est pas du vent dans une entreprise américaine, le code de conduite. Et ça, c'est une possibilité que vous n'excluez pas en dernier recours d'activer cette ligne éthique. Je ne sais pas comment elle s'appelle, le wording exact de cette ligne, mais quelles pourraient être les conséquences dans le cadre de la situation que tu décris là? Voilà, donc tout à l'heure, j'ai dit qu'une fois qu'on passait de l'enquête officieuse à la partie officielle, il fallait utiliser tous les moyens à sa disposition. Donc, les moyens, il y a des moyens classiques et puis des moyens non classiques. Et celui que tu évoques est un moyen non classique. Donc, juste pour rappeler très brièvement les moyens classiques, c'est la référence à l'article L4121 du Code du travail, qui rappelle les obligations de l'employeur en matière de sécurité, santé physique et mentale des travailleurs. Il y a le document unique d'évaluation des risques professionnels. Il y a le recours aux avocats et aux experts spécialisés. Il y a les formations et les formateurs CSSCT, en plus payés par l'employeur. Il y a l'inspection du travail si elle est disponible, mais elles sont débordées de moins en moins disponibles. Mais il y a aussi l'inspection du travail. Et puis, mon conseil est de regarder du côté de la charte éthique des entreprises, de la RSE, parce qu'évidemment c'est en pleine augmentation, et du code de bonne conduite s'il y en a un. Chez nous, ça s'appelle la SBC, Standard Business of Conduct, et l'utilisation de cette arme est assez redoutable parce que c'est l'employeur qui l'a rédigé, c'est l'employeur qui vise, enfin qui est responsable de son respect, et pour vous lire par exemple un extrait concernant le chapitre discrimination et harcèlement de cette charte, il est écrit explicitement nous encourageons un environnement exempt de harcèlement, nous n'agissons jamais de manière irrespectueuse, hostile, violente, intimidante, menaçante ou harcelante. Donc il est clair que quand on est confronté à cette situation, on va pouvoir utiliser cette charte
contre, par exemple, un manager ou une organisation toxique. Et chez nous, ça rigole pas. C'est-à-dire que on peut très facilement saisir la cellule SBC. Si la France rechigne à mener l'enquête, on peut alerter la cellule européenne. Ils envoient des enquêteurs de l'étranger et je peux vous garantir que c'est redoutable. Hein. C'est redoutable à partir du moment où ils pensent qu'il y a quelque chose qui les expose juridiquement et pénalement. Et donc voilà, l'astuce, c'est il y a des outils dans l'entreprise qui peuvent être utilisés contre l'entreprise, entre guillemets. Attendez. Merci Jean-Paul. Je profite pour répondre dans le chat par rapport à ce que j'ai montré, mais qui était vraiment un trop petit caractère. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Enfin, on enverra les extraits de votre RI concernant la commission, la CS. J'ai du mal avec l'acronyme. La CSS. Voilà, j'y arrive pas. On a compris, je crois. Voilà. Et donc, on enverra les éléments parce que j'ai montré quelque chose qui était illisible, donc c'est un peu dommage. Donc, voilà. Merci Jean-Paul. Sophie, Jean-Michel, vous avez des questions qui remontent vous voyez? Non, pas à ce stade. Entendu. Romain Thévenon, donc merci de nous avoir rejoints. Donc, vous êtes donc DRH de l'ACOS. Donc, l'ACOS, c'est la structure de tête des URSSAF, donc ça à peu près 1700 agents. Et donc, vous avez mis en place il y a quelques temps, c'est assez récent, un comité de pilotage RPS. C'est une structure, on va dire, ad hoc que vous avez montée. Et si vous pouvez expliquer un peu la genèse de cette structure et un peu l'objectif dans un sens de, un peu, je ne sais pas si le terme est approprié, mais cette volonté de collectiviser les remontées individuelles et comment, c'est le fond de notre sujet, hein, et donc avec quelle démarche et avec quelle genèse. Oui, bonjour à toutes et à tous et encore toutes mes excuses pour cette connexion un peu tardive. Juste d'abord pour vous remercier, Miroir Social et APR pour votre invitation. Vous remercier pour pouvoir échanger avec des représentants du personnel. Pourquoi? Parce que pour moi, je considère que sur ces sujets de santé au travail, de qualité de vie au travail et là de RPS, on a, en tout cas ma conviction de DRH, c'est que sur ce sujet, on doit travailler ensemble main dans la main et pas les uns contre les autres. Donc ça forge déjà c'est ce qui fait que en ayant cette conviction, on a aussi envie de travailler ensemble et d'avancer sur ces sujets. Peut-être la jeunesse de cette histoire, c'est évidemment une situation individuelle un peu dramatique, mais finalement, c'est d'abord une situation individuelle et puis c'est plusieurs situations qui font qu'à un moment donné, le collectif prend conscience et a besoin de se dire que sur ces sujets, on peut plus ne rien faire, on doit travailler ensemble. Donc, l'objectif de ce COPIL RPS, COPIL paritaire, puisque c'est un COPIL dans lequel on est une dizaine. Il y a des représentants de chaque organisation syndicale représentative et des représentants de la direction. Dans les représentants de la direction, on a évidemment, au-delà du DRH que je suis, mes équipes santé au travail, puisque nous, on a la chance au sein de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'avoir des psychologues internes dans mes équipes, donc rattachés directement à la DRH. On a 3 psychologues internes qui interviennent sur l'ensemble du territoire. Et puis, évidemment, un responsable santé au travail. Et puis, on a mis d'autres acteurs de la DRH qui pourraient contribuer à cette réflexion, parce que quand on parle d'indicateurs, il faut bien qu'on fasse marcher le contrôle de gestion sociale, par exemple. L'objectif de ce COPIL RPS, c'était d'abord de faire un état des lieux des RPS au sein de la structure, également de partager avec les représentants du personnel des définitions communes. Ça, c'était important parce qu'à un moment donné, on parle de RPS, mais on parle de quoi? Et finalement, on peut avoir des visions erronées, on peut pas forcément partager les mêmes choses et avoir les mêmes définitions. Et ça, c'était important pour nous de dire, on se forme ensemble. Et donc, les équipes RH, avec les représentants du personnel, sont allés 2 journées de formation. Alors, en plus, dans une période un peu particulière, parce que ce COPIL, il était prévu en début d'année, monté au mois de mars. Donc, vous voyez, le confinement ne nous a pas forcément aidés. Et avec des travaux qui se poursuivent là et qui viennent de se finaliser. Et donc, formation des élus, formation des membres de la DRH et des membres de Scopil, et puis état des lieux de situation des RPS et surtout proposition d'un plan d'action. Ça, c'était important pour moi de dire on peut pas sortir,
on n'est pas juste là pour discuter entre nous, quoi. À un moment donné, il faut qu'on soit en capacité de sortir un plan d'action et de faire des propositions à la direction, des propositions que moi, en tant que DRH, je vais porter auprès du comité de direction en tout début d'année, puisque c'est positionné dans un CODIR de tout début d'année, et avec un objectif qui était clairement affiché dès le départ, alors qu'il y avait un peu frotté auprès des élus, parce que je leur ai dit, moi, il faut qu'on ait terminé au mois de décembre. À un moment donné, c'est un début, c'est une fin. On verra comment ça va se poursuivre, hein, parce que vous doutez bien que dans ces propositions d'action, il y a évidemment une volonté de poursuivre aussi les travaux avec les représentants du personnel. Mais en tout cas, c'était de dire, il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait une fin, comme dans un projet, et donc on ne va pas passer des heures et des heures en palabres. Voilà, c'était l'objectif. Quelque chose d'important, c'est que de nos positions, parfois un peu, comment dire, théâtrales, qu'on peut avoir en séance de négociation, on est passé, donc ça c'était les premières séances, vous voyez, de travail où on était un peu comme dans une réunion de négociation. On est passé sur un mode de travail hyper collaboratif, où là pour le coup, on a partagé et on a fait part de nos expériences de salariés. Et ça, pour moi, c'est une vraie richesse. C'est-à-dire qu'on est vraiment sorti de ces postures qu'on peut avoir parfois. Hein. Ça ne veut pas dire que le lendemain, on ne s'est pas retrouvé avec les mêmes et on ne se retrouve pas le lendemain avec les mêmes représentants du personnel ou délégués syndicaux, là, pour le coup, en négociation. Quoi qu'il en soit, dans Scopil RPS, on a vraiment voulu en faire quelque chose de très participatif dans lequel chacun a pu exprimer ses positions. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord, hein, de la même façon que sur les actions qui ont été proposées et qui vont être proposées par Scopil. Je ne pense pas que tout soit retenu, mais en tous les cas, on a pu vraiment se dire les choses et en toute sincérité et avec des échanges hyper riches qui créent aussi des relations de confiance et qui, moi, du point de vue des RH, peuvent aussi servir pour l'avenir dans d'autres situations. Voilà. Intéressant, une approche technique. Et donc, vous avez identifié, in fine, comme vous l'avez souligné, vous êtes en cours, le process est en cours, mais toujours est-il la question dans le sens collectivisé de la problématique des arrêts longue durée et des personnes, de la gestion du retour des personnes en arrêt longue durée, la gestion avant l'arrêt, au moment de la reprise et après, et c'est un vrai sujet. Et donc, comment vous l'avez collectivisé grâce au travail technique qu'il y a eu dans ce groupe? Alors, effectivement, on a, au-delà des travaux qui vont être présentés en comité de direction, il nous a semblé important, avec les représentants du personnel, de fixer quelques actions prioritaires et qu'on devait mettre en œuvre, sur lesquelles on était alignés dès le départ et qu'on devait mettre en œuvre en amont d'une présentation et surtout de poursuite de travaux. Parce que, juste pour vous dire, la poursuite des travaux, c'est que là, on va aller travailler dans des unités de travail. C'est la proposition qu'on va faire. C'est de former des groupes qui vont, pareil, paritaires, pour aller travailler dans les unités de travail et d'aller au plus près du terrain. La COS, c'est 1700 salariés. C'est, effectivement, vous l'avez dit, la tête de pont des URSSAF, qui est un organisme qui a beaucoup grossi. La COS, il y a 3 ans, c'était 600 salariés, on est 1700. C'était monosite, on est multisite. Et donc, il y a besoin d'être au plus près du terrain. Et moi, en tant que DRH, je me dis, quand je fais quelque chose, ça doit coller au terrain. Ce n'est pas une bonne idée qui vient de la région parisienne et qui va aller se déployer. Donc, on a besoin de poursuivre des travaux. Et donc, c'est des travaux qu'on va donc poursuivre. Mais par contre, c'est vrai qu'on s'est dit, il faut qu'on lance des choses tout de suite. Et effectivement, cette idée, je suis convaincu que l'intégration d'un salarié à son embauche, c'est évidemment essentiel. La réintégration d'un salarié après un arrêt longue absence, c'est tout autant essentiel. Il faut que le salarié se sente attendu. Il faut qu'on ait préparé son retour. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler effectivement à un process unique sur l'ensemble de l'établissement public, valable pour l'ensemble des managers, où on est dans une situation où qu'est-ce qu'on fait pendant l'arrêt maladie du collaborateur? Comment on gère son retour avec 7 étapes qui sont à moins 2 semaines, à moins 1 semaine, le jour du retour, ça se passe comment, etc. Et comment on suit la reprise. Et ça, effectivement, alors je ne vous cacherai pas que j'ai rendez-vous dans 1 heure en comité de direction pour présenter ce dispositif, voilà, avec également la volonté d'équiper les managers qui ne savent pas toujours faire dans ces situations. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se dire qu'il y a des acteurs qui sont la fonction RH, les managers, les systèmes d'information, parce que la DSI, parce que quand vous êtes parti depuis 1 an, est-ce que votre ordinateur fonctionne? Est-ce que vos codes fonctionnent, etc. Et c'est des petites choses. Est-ce qu'on a bien prévu une place pour vous retrouver, etc. Vous installer. Et ça, c'est vraiment des petites choses auxquelles, c'est des choses assez simples finalement, mais qui font que le salarié, quand il revient et que ça fonctionne pas, il sent juste pas attendu et se dit, et c'est quoi mon boulot? Et ça sert à quoi? Et quel est le sens de mon travail? Et ça, c'est important. Effectivement, ça fait partie des dispositifs sur lesquels
voilà, on s'est dit, on n'attend pas, on avance et on déploie. Ok, merci Romain. Un autre point que vous avez, quand on a préparé l'entretien, que vous avez abordé, qui me semble intéressant par rapport à la thématique de ce matin, c'est que le sujet c'est collectivisé, mais comme vous l'avez précisé, et je pense que c'est important de vous entendre là-dessus, c'est pour vous, l'essentiel c'est aussi de traiter jusqu'au bout les situations individuelles au risque d'avoir des effets. Il ne faut pas que la collectivisation soit un prétexte pour ne pas traiter les situations individuelles, en gros, et dites-le moi, moi je le dis comme ça, mais… Ouais, j'ai dû vous le dire autrement. J'ai envie de dire en tant que DRH et Sophie Flamand qui a eu l'occasion j'ai eu l'occasion de travailler avec IAPR sur certains sujets. Alors pour répondre à une question, il y a quelqu'un qui me pose la question, est-ce que c'est IAPR qui nous accompagne en ce moment? Non, c'est pas IAPR, mais ça aurait pu être IAPR qui nous accompagne sur d'autres sujets. Et j'en parlerai peut-être. Quelque chose d'important également, formation des managers sur les RPS. Rodolphe, pour répondre à votre question, moi je considère qu'en tant que DRH, une situation individuelle, et ça c'est l'expérience, hein, ma petite expérience, mais quand même, une situation individuelle qui n'est pas traitée devient une situation individuelle qui va pourrir et qui aura des conséquences à un moment donné sur le collectif de travail. Parce que un collaborateur, une collaboratrice qui se sent pas bien dans ses pompes le matin pour venir travailler, ça va avoir des impacts évidemment sur sa santé, donc au-delà de nos obligations en tant qu'employeur, hein, ça va avoir des impacts sur sa santé, ça va avoir des impacts sur sa performance et ça va avoir des impacts sur le collectif de travail. Et ça, effectivement, et on le voit souvent hein, quand on est obligé d'intervenir, parce qu'évidemment, on n'est pas au courant de tout, les managers nous disent pas tout, les collaborateurs nous disent pas tout, et quand la fonction RH intervient en mode pompier, tout d'un coup, on se dit, ouais, c'est une situation collective, mais quand on va bien chercher, et on le voit quand on fait des enquêtes paritaires, comme l'expliquait Jean-Paul tout à l'heure, ou quand on fait des enquêtes qui ne sont pas forcément paritaires, c'est-à-dire que moi, quand à un moment donné, je demande à mes équipes psychologues du travail d'intervenir dans une direction, finalement, on voit que la situation collective, parfois, c'est juste le début. Le début est une situation individuelle qui a juste pas été traitée, alors parfois depuis plusieurs années, et qui fait qu'effectivement, il y a contamination. Donc oui, pour faire le lien entre collectif et individuel, je pense que si on ne traite pas les situations individuelles, grosso modo, on va être obligé de gérer que des situations collectives. Et c'est aussi comme ça qu'à un moment donné, il y a effectivement peut-être parfois une prise de conscience on se dit, ah ouais, si on avait géré individuellement, on ne serait pas obligé de faire intervenir IAPR en mode pompier pour aller régler tous les problèmes qu'on a, quoi. Entendu. Merci Romain. Sophie, Jean-Michel, je vais vous passer la parole là sur un éclairage peut-être un peu, sachant que sur un peu, Sophie, sur l'enquête paritaire. Là, Jean-Paul en a un peu parlé, Romain en a parlé. C'est pas une enquête paritaire, mais c'est une approche ad hoc où on va faire en sorte que représentants du personnel et représentants de la direction puissent discuter dans un cadre défini pour avancer sur des sujets en sortant de la posture, etc., qui est également le cadre de l'enquête. Donc Sophie, si tu peux nous présenter un peu vous, comment vous appréhendez méthodologiquement l'enquête paritaire, sachant qu'il y a une question qui a été posée, moi je la relais, on parle de beaucoup de choses là, depuis qu'on a commencé, et la question qui est posée, c'est quid dans les PME, l'enquête paritaire, etc. Dans quelle mesure les moyens des élus dans des boîtes qui n'ont pas les moyens d'avoir des lignes éthiques comme vous, Jean-Paul, chez HPE, voilà, donc… et puis de toute façon, et par ailleurs, on aura un éclairage de Valérie qui sera très intéressant par rapport à un tissu de PME. Sophie. Oui, alors sur la question des enquêtes paritaires, alors je pense qu'on va parler de deux voix avec Jean-Michel et ça permettra aussi de lui passer la parole juste après. On peut faire le distinguo entre des enquêtes pour suspicion de harcèlement moral, sexuel, discriminatoire et des enquêtes qui seraient suite à des tentatives de suicide ou des suicides. Et Jean-Michel vous présentera plus précisément, qui est un peu spécialisé dans ces questions-là, pourra vous en parler de manière plus précise. Concernant les enquêtes pour suspicion de harcèlement, de harcèlement quelle que soit la nature, il y a une grande précaution à prendre en tant que préventeur. Hein. Nous sommes préventeurs en tant que membres d'instituts comme le nôtre, et l'idée n'est pas bien sûr de se positionner en juge d'une situation ou essayer de qualifier quelque chose de l'ordre du juridique. C'est pas notre rôle. Notre rôle va être avant tout et surtout d'éclairer une situation. Comme évoqué M. Thévenon, la situation, souvent, on a un signal d'alerte, on a un signalement fort d'une personne qui peut révéler soit une problématique, mais c'est rare, d'une seule personne, et bien interroger, je dirais, demande d'avoir une approche plus systémique, c'est-à-dire
ça nécessite d'interroger ce qui est de l'ordre du contexte, par exemple de réorganisation, du contexte managérial, du contexte organisationnel, voire de la politique RH ou de prévention. Donc tous ces sujets sont nécessairement vont venir être interrogés et on va pouvoir apporter des éléments de préconisation, notamment sur ces différents leviers à travers une situation individuelle. Enfin en général, à minima, il y a 2 personnes. Par contre, un élément très important sur le volet des enquêtes paritaires. Alors nous, on emmène assez régulièrement des enquêtes paritaires. Hein. Alors elles peuvent être soit menées conjointement du début à la fin, c'est-à-dire de la phase de cadrage de la mission avec se dire qui on va rencontrer, dans quel cadre, la communication, mais aussi la conduite d'entretien peuvent se faire de manière paritaire, c'est-à-dire un représentant d'IAPR, un représentant de la direction, un représentant du personnel. On voit ensemble, ensuite, on établit un travail de rapport, si vous voulez, de compte-rendu d'entretien qui vient nourrir le rapport d'enquête et qu'on va venir réinterroger en commission paritaire pour pouvoir apporter un éclairage sur une situation où la décision finale sur les actions à mettre en place relève de l'employeur, bien évidemment. Alors après, sur une spécificité de l'enquête pour suspicion de harcèlement, ce qui est important, c'est aussi les précautions, c'est-à-dire que l'enjeu, en tant que préventeur, encore une fois, n'est pas d'aboutir à une dégradation de la situation qui existe, qui est déjà compliquée à gérer. Donc il y a une vraie précaution qui relève du principe de discrétion, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à faire un diagnostic sur une centaine de personnes, alors que ça concerne 2 personnes, un collectif qui ont été témoins directs ou indirects de la situation. Donc, ce souci de discrétion est important pour que les personnes, quelle que soit la personne accusée ou la personne dite victime, qu'on soit en protection aussi, de s'assurer de leur… potentiellement, ça peut être aussi la mise en place de mesures conservatoires, ça peut être aussi de choses qui permettent aussi de pouvoir mettre en place cette mesure d'investigation qui est loin d'être anodine dans les meilleures conditions possibles. Alors après, il y a aussi un élément que M. Témoin a évoqué, qui est important, c'est la question de partager un langage commun. On a souvent le risque dans ce type de situation où il y a souvent beaucoup d'affect. Parfois, il y a une affection particulière, une relation de proximité, que ce soit d'un côté de la direction ou des représentants du personnel vis-à-vis de telle ou telle personne. Donc souvent, c'est aussi pour ça qu'on fait appel à nous de l'externe. On essaie d'assurer un équilibrage et de se dire, attention, de quoi on parle quand on parle de harcèlement. On ne peut pas en parler à tort et à travers. Ça peut mettre en difficulté certaines personnes, surtout qu'elles sont accusées à tort ou inversement. Donc, et réinterroger ça, c'est aussi réinterroger les questions de réparation, voire de réhabilitation des personnes qui ont pu être accusées à tort, par exemple. Voilà, c'était les éléments, je pense, qui sont importants à mettre en avant. Et je laisse Jean-Michel poursuivre sur l'enquête dans les cas de suicide et tentatives de suicide. Merci. C'est vrai que dans le cas des suicides et tentatives de suicide, ce sont des événements qui sont avérés. Donc, il n'y a pas à se poser la question d'une suspicion quelconque. Il y a eu tentative de suicide ou suicide. Ensuite, les raisons sont toujours c'est multifactoriel, un suicide. Donc, on se focalise pendant l'enquête sur effectivement quels sont les facteurs de risque au travail qui ont pu favoriser ou protéger la personne qui est passée à l'acte suicidaire. Alors, à l'IAPR, on accompagne des commissions paritaires, des enquêtes paritaires, du début à la fin. C'est-à-dire, le début, c'est la mise en œuvre d'une enquête paritaire, elle doit accompagner, et là, on conseille les entreprises dans ce cadre-là, la mise en place d'une enquête paritaire, elle doit accompagner obligatoirement la mise en place d'un dispositif de soutien psychologique, individuel et collectif. Parce qu'une tentative de suicide ou un suicide, qu'il ait lieu sur le lieu du travail ou qu'il ait lieu à domicile, il a toujours un impact psychologique sur les individus, sur les collègues, sur les collectifs. Donc l'enquête, et la plupart du temps, les entreprises qui mettent en place une enquête paritaire suite à une tentative de suicide ou un suicide, elles mettent en place aussi un accompagnement des individus, des collègues, etc. Alors, je vous disais qu'on les accompagne du début à la fin parce que la problématique du suicide, c'est une problématique qui est taboue. Donc, on fait tout pour la mettre sous le tapis, pour éviter d'en parler. Et donc, notre première action, c'est de former les membres de la commission d'enquête à qu'est-ce que c'est que le suicide, qu'est-ce que c'est qu'une tentative de suicide, d'où ça vient, quel effet ça a sur les individus, travailler sur les mythes, sur les tabous autour de ce passage à l'acte suicidaire, parce que si on cède aux mythes et aux tabous du genre seuls les fous se suicident ou le suicide n'a jamais,
il n'y a pas de lien entre un suicide et le travail, où il y a que des problèmes personnels, où le suicide c'est une grande fragilité individuelle, etc. Tout ça, ça évite aux personnes de se confronter à ce que c'est qu'un suicide et à l'effet du suicide. Donc on forme les membres de la commission d'enquête pendant une journée sur ce sujet-là. On les forme aussi à comment mener un entretien avec une personne. Hein. Et puis ensuite, on les aide à monter tout ce qui est organisation de l'enquête. La première chose, c'est qui choisir. Quelles sont les personnes qu'on va interroger au cours de l'enquête. Donc, on les aide à choisir le panel. Comment communiquer vers l'entreprise. Comment inviter les collaborateurs qui le souhaitent à participer à l'enquête. Et déjà là, il y a parfois des difficultés, par exemple, et qui sont en lien avec les tabous dont je vous parlais. Hein. La difficulté, c'est est-ce qu'on doit, ou est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on va informer toute l'entreprise qu'on met en place une commission d'enquête. Et parfois, c'est très compliqué ça. Pourquoi ? Parce que parfois, les employeurs ont peur, et encore une fois, je vous dis, c'est des mythes et des tabous, que si on parle du suicide, si l'employeur parle de suicide, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Si l'employeur parle de suicide, c'est on va pousser d'autres personnes à passer à l'acte suicidaire, etc. Il y a tellement de peur autour de cette problématique que parfois, eh bien, on prend des décisions contre-productives. Donc, ce qu'on essaye de convaincre les employeurs, c'est qu'il faut faire de l'information, de la communication maîtrisée pour éviter toutes les rumeurs, tout bruit, tout etc. qui peut être très très négatif et très délétère dans les entreprises. Donc, plus on est clair et plus on est transparent, d'autant que la mise en place d'une enquête paritaire dans ce domaine-là, c'est quelque chose de très positif pour une entreprise. C'est-à-dire qu'elle montre qu'elle n'a pas peur de se confronter à un événement comme celui-là et d'en tirer des facteurs de risque, peut-être qui n'ont pas été pris en compte, et de mettre en place des actions préventives. Donc, c'est tout à l'honneur des entreprises qui mettent en place ce genre d'enquête. Donc, il faut y aller en fait à fond. Il faut que ce soit maîtrisé, faut que les gens soient formés, etc., etc. Mais il faut y aller à fond. C'est une preuve de bonne santé en fait. Hein. Voilà. Donc, on les aide donc à communiquer, à choisir les personnes vers qui enquêter, etc. Et puis, on peut les accompagner dans le déroulement des entretiens. Donc, ça, c'est le choix de l'entreprise. Soit un des psychologues de l'IAPR participe aux entretiens avec un membre de la direction et un membre du CSE. Donc, ça fait une équipe de 3 personnes. Soit les 2 membres de l'entreprise se sentent assez solides pour mener un entretien et on les laisse le faire eux-mêmes. En revanche, dans ce cadre-là, on met en place une sorte de supervision, si vous voulez, c'est-à-dire ou un débriefing, plutôt un débriefing après entretien, pour que les enquêteurs puissent avoir un espace pour pouvoir partager avec tous ce qui a été difficile, qu'est-ce qui les a mis en difficulté, à quel moment ils se sont sentis pas très bien, etc., etc. Entendu. Voilà. Et ensuite, la toute dernière phase, c'est on les accompagne dans la rédaction du compte-rendu final et de la proposition d'action de prévention. Parce que le but de l'enquête, c'est bien de déceler des facteurs de risque au travail et de mettre en face des actions de prévention pour essayer qu'un acte suicidaire ne se reproduise plus au travail. Voilà. Entendu. Merci Jean-Michel. Parole à Valérie Badjani. Donc, Valérie, donc tu travailles tu es conseillère fédérale à la Fédération CGT des bureaux d'études. Tu as une expérience en centre d'appel et tu vas étayer aussi. Il y a été beaucoup question dans les interventions de Jean-Paul, Romain en a parlé, et bien sûr l'IAPR parce que vous le faites, de l'importance de la formation. Toi, tu t'es formé sur les RPS, c'est un sujet qui te passionne. Enfin, voilà, tu t'es formé. Et c'est tout le monde. Enfin, on n'y va pas comme ça. Et aussi, c'est l'importance de se former. Et donc là, tu vas nous éclairer dans la première partie de ton éclairage par rapport à ton expérience centre d'appel. On a parlé d'enquête paritaire, mais là, toi, sur la capacité du terrain sur les centres d'appel, à prendre son destin en main quelque part, en coordination avec les élus. Mais toi, raconte-nous ton expérience quand tu as demandé aux conseillers du centre d'appel sur lequel tu étais de consigner
à chaque fois qu'ils étaient victimes d'une agression verbale d'un client, ce qui ne se faisait pas. Et les effets induits de ça, c'est tout bête, c'est du bon sens, mais de caractériser les agressions verbales dans un centre d'appel. Oui, alors bonjour. Oui, alors j'ai deux expériences en tant que salarié et élu au comité d'hygiène et sécurité, parce que j'ai été secrétaire du CSHT parce qu'à l'époque c'était CSHT pendant 13 ans. Et donc confrontée dans les centres d'appel, il faut savoir que c'est quand même des métiers très contraints, avec des cadences infernales. Bon, il y a eu plein d'émissions là-dessus dans les années 2000 et un peu plus. J'ai été confrontée à moi-même à des agressions de clients et on n'était pas préparé à ça. Et surtout des collègues qui subissaient des violences et auxquels la direction ne répondait pas forcément. Donc j'ai deux cas. J'ai le cas d'une collègue qui travaillait sur une opération qui était très intégrée. On l'a changée d'opération, on l'a mis sur une opération très technique où elle était avec des collègues qui avaient un profil technique et elle l'avait pas du tout. Elle s'entendait pas avec eux puisque voilà. Et moi, elle m'avait sollicité, donc j'avais demandé un entretien avec la direction pour dire qu'elle se plaisait pas du tout sur cette opération, ça, par rapport aux compétences qu'elle avait et que le cadre, ses collègues la laissaient toute seule se débrouiller, qu'elle avait du mal et qu'elle s'épanouissait pas. Donc j'ai demandé à ce qu'elle soit réintégrée sur l'ancienne opération. Ils m'ont dit pour l'instant c'est pas possible. Et un matin j'arrive au travail et donc je me connecte et je vois que la collègue elle est au téléphone. Et le ton monte, elle monte. Il y avait le superviseur derrière elle, la responsable du compte. Et dans les centres d'appel, il y a une règle d'or. Quand on subit une violence verbale, une insulte, des menaces, on a, au niveau du script, parce qu'à l'époque, il y avait des scripts, on fait comprendre au prospect qui appelle que là, l'appel, il n'y a plus de discussion possible et qu'on met fin à l'appel. Sauf que là, elle n'était même plus dans ce cadre-là. Moi, je suis arrivée, c'était monté d'un cran. Et les mesures qui sont prévues, quand il y a des appels difficiles comme ça, c'est pour faire redescendre la pression de l'appelant. C'est que soit le superviseur, soit le responsable dit au salarié, tu comprends dis que je vais reprendre l'appel, qu'un responsable va prendre l'appel. Ce matin-là, c'est pas ce qui s'est passé, parce que moi, j'étais témoin. Le superviseur était là, n'a même pas pris l'écoute pour voir ce qui se disait, est resté, l'a laissé sombrer dans la difficulté. Et en plus, la responsable est arrivée derrière et lui a crié dessus. Donc là, moi, j'assiste à ça. J'étais en appel moi-même. Je ne pouvais pas intervenir. J'ai fini mon appel. Et à l'issue de ça, j'ai prévenu mon superviseur. J'ai dit là, je prends une heure de délégation, je vais voir ce qui s'est passé. Donc j'ai été voir ma responsable, je lui ai expliqué. Je lui ai dit voilà, il y a une semaine, je suis venue te voir parce que la collègue, elle se plaît pas. Elle se sent pas bien sur ce compte. Là, le superviseur ne l'a pas aidé alors qu'il y a des procédures. Tu es venu, tu lui as crié dessus, c'est juste pas possible. Donc moi, de toute façon, c'est noté. Je note ça et je vais alerter la direction. Dans la même semaine, moi-même, un matin, je me connecte, j'étais toute seule et je travaillais sur la commission de régulation de l'énergie, donc c'était l'ouverture du marché de l'énergie, et on gérait tous les conflits, et notamment les clients d'EDF, par exemple, qui n'avaient pas payé leurs factures et qui se retrouvaient coupés et donc sans électricité. Et ce jour-là, j'ai eu un monsieur qui était en détresse, mais je l'ai tout de suite senti dès que j'ai pris l'appel, qu'il n'écoutait pas ce que je lui disais. Alors déjà, je l'ai écouté, il s'est exprimé, il a commencé à dire je suis un monsieur au chômage, je suis en procédure de divorce, j'ai mes 2 enfants à charge, on m'a coupé l'électricité, je ne peux plus nourrir mes enfants, et là, il faut m'aider. Donc, je prends note, et donc, il fallait que j'ai au moins son nom, son adresse, son numéro de téléphone pour faire mon travail, écrire la situation, qui, elle, après, allait partir chez le client du maître de la commission de régulation, et qui l'aurait appelé dans la matinée, bien évidemment, parce que c'est un appel urgent. Sauf que cette étape-là, j'ai pas pu la faire, parce que la personne était tellement dans une détresse. Et il me dit, de toute façon, si vous gérez pas là ma situation, moi je suis dépressif, j'ai une ordonnance avec du Lexomil,
dit, je vais à la pharmacie, je prends des cachets et je mets fin à mes jours et vous serez responsable de ça. Alors là, je peux vous dire, ce genre d'appel, j'ai eu aucune formation pour gérer ça. Donc j'ai noté ça. Il y a eu d'autres soucis avec d'autres collègues et là, j'ai dit, ma direction, elle nous soutient, elle nous apporte des solutions. Soit interpeller le client et lui dire, écoutez, là, on a des cas, c'est pas prévu dans la formation initiale qu'on a eue, il faut réagir. Alors, dans un premier temps, c'est refus, déni de la direction. Moi, j'ai dit, c'est pas grave, la cliente, elle vient régulièrement, il n'y a pas de souci. J'ai eu un cas spécifique, je l'alerte et on voit avec elle ce qu'on peut faire. Valérie, excuse-moi de te couper. La direction vous rétorquait que c'était quand même avant tout une histoire de perception et le fait de l'écrire, d'inviter les conseillers à l'écrire, à formaliser. Alors, c'est moi qui leur ai dit parce que j'ai demandé une réunion extraordinaire du CHSCT en disant là, on est en plein dans les risques psychosociaux. Voilà. Ma DRH me répond, mais c'est du ressenti, non. J'ai dit non, c'est pas que du ressenti. Et donc, à ce moment-là, j'ai demandé aux salariés d'écrire sur une feuille, sur un cahier, tous les appels hors normes. Alors, ce n'est pas des appels qu'on a régulièrement. Et quand vous avez un appel comme ça dans une journée, que vous enchaînez 100 à 200 appels dans la journée, je peux vous dire que cet appel-là, il vous reste dans la tête. Et le soir, quand vous quittez le travail, vous partez avec et vous revenez avec le lendemain matin. Donc là, j'ai dit, moi, c'est pas grave, vous ne voulez pas mettre à l'ordre du jour, on va faire un droit de retrait. Et j'appelle l'inspection du travail et le médecin du travail. Donc là, ils ont dit, d'accord, on le met à l'ordre du jour. J'ai demandé aux salariés d'être invités à la réunion du comité d'hygiène et sécurité pour expliquer ce qu'ils avaient vécu, parce que moi, je l'avais vécu en tant que salarié, mais j'étais secrétaire, donc j'avais les deux casquettes. Ils sont venus, ma responsable qui ne voulait rien entendre est venue. À la suite de ça, ils ont dit, bon, on va faire une procédure. Ils ont proposé une formation à la gestion du stress. J'ai dit, sauf que là, vous êtes pas en phase primaire ni secondaire, vous êtes en phase, c'est trop tard. Nous, on veut une procédure, une aide, et surtout que le superviseur qui assiste à ça vient aider, n'enfonce pas le collègue. Donc, à la suite de ça, on a fait un groupe de travail. Moi, j'ai proposé de faire un groupe de travail avec des élus, la direction, la DRH, le médecin du travail, un préventeur de la RAC, des salariés qui voulaient s'impliquer. On a fait des groupes de travail en faisant un questionnaire anonyme. On a expliqué aux salariés pourquoi, ce qu'ils attendaient. Et alors, ça partait de les conditions de travail, ça partait le directeur du site ne vient jamais nous voir, on représente rien pour eux. Enfin, il y avait à la suite de ça, au niveau du comité d'hygiène, j'ai dit, écoutez, on a un document unique, il va falloir qu'on fasse une fiche spécifique sur les risques psychosociaux. Et on a donc travaillé là-dessus en 2006 sur la fiche risques psychosociaux. Et on a en fait plusieurs étapes entre les violences verbales, les menaces, la contrainte temps et le soutien de la hiérarchie avec un questionnaire, donc Carasec, bien évidemment. Et moi, je disais aux salariés, quand ils allaient voir le médecin du travail, de signaler ce qu'ils avaient vécu, parce que le médecin du travail a l'obligation de remplir une fiche d'entreprise où il doit relever toutes les alertes des salariés pour qu'on puisse, nous, après, avec ces indicateurs, mettre en place des préventions. Donc, ça, c'est l'expérience centre d'appel. Alors, Valérie, excuse-moi de te couper. Le temps tourne. Et alors, on est parti sur 1h15. Je vous propose à tout le monde, si je sais que Romain, vous avez des contraintes, mais de simplement prolonger d'un quart d'heure, potentiellement aller jusqu'à 10h30. Et voilà, donc ça nous permettra d'avoir un peu plus de marge, sachant que ça va toujours passer aussi vite. Donc Valérie, je te redonne la parole. Et simplement, avant de passer sur la deuxième partie, très rapidement, je pense qu'il y a un point qui est important. C'est la manageuse, enfin l'encadrante que tu avais, tu as nommée. Tu t'es rendu compte qu'en fait, elle était aussi sous pression elle-même et tu poses la question, et je crois que tout à l'heure, Jean-Michel aura l'occasion d'en reparler, la difficulté à impliquer le management sur ces groupes de parole, sur l'expression sur leur travail eux-mêmes. Oui, alors en fait, pourquoi? Moi, comme c'est des sujets qui m'ont intéressée, j'ai été à plein de conférences. Voilà, en 2006, j'ai été à une conférence sur le bonheur au travail et j'ai vu défiler les médecins du travail de Orange qui commençaient à alerter de ce que les salariés leur disaient en consultation.
Et en 2009, il y a eu les suicides à Orange et à Boulogne, enfin à Renault et tout ça. Donc c'est un sujet qui m'a passionnée. Du coup, je me suis inscrite à une formation sur la prévention, la responsabilité concernant les risques psychosociaux au travail. Et j'ai fait un mémoire sur ce que j'ai vécu dans les centres d'appel. Et j'ai donc interviewé 7 responsables-là, les superviseurs, les téléconseillers. Bien évidemment, j'ai leur demandé leur accord. Et en fait, en discutant avec eux, quand j'ai rédigé leur journée de travail, je me suis aperçue que la responsable qui criait, elle m'a expliqué qu'en fait, son métier, elle avait un bac +4, qu'elle ne s'épanouissait pas du tout dans son travail, que la majorité du temps de travail, elle faisait des tableaux Excel, qu'elle avait des exigences du client, qu'elle n'avait pas le temps, quand il y avait des crises comme ça, de gérer. Et en fait, en expliquant ce qu'elle vivait, ce que les superviseurs vivaient et les téléconseillers, bon, ça j'ai pu rédiger et appréhender. Et donc, je me suis dit, il faudrait faire des groupes de parole où le salarié lambda, le N+1, le N+2, voire le directeur de site et la RH, on fasse des groupes de parole où on explique pour essayer de comprendre pourquoi, quand il y a une situation de crise, au lieu d'être à l'écoute active, comme disait un des intervenants, on est en mode de réaction et c'est pas positif. Et donc j'ai appris beaucoup. Entendu. Alors, je sais pas, on a au niveau de ton son, je sais pas s'il y a que moi, mais au niveau, on t'entend pas très bien, Valérie, parfois. Et là? Ouais, là mieux. Et quand, je sais pas, quand tu bouges, c'est pas stabilisé. Alors, rapidement, la seconde partie, plus rapide, Valérie, je sais, au risque de te frustrer, mais je suis désolé, mais c'est important aussi de l'entendre. Et là, c'est récent, c'est en 2017, au niveau de la branche du notariat. Oui. C'est original, vous avez négocié un DU de branche, un document unique de branche, parce que les employeurs s'étaient rendus compte de l'exposition au risque des salariés des études par rapport à des clients. Et ça recoupe une question, c'est par rapport aux PME. Là, on est vraiment dans les TPE même. Alors, il faut savoir que dans le notariat, 80% c'est des femmes. Et les études, c'est entre 3 et 7 salariés. Donc, il n'y a pas de représentant du personnel. Donc là, au niveau de la fédération, c'est en tant que conseillère fédérale. Je suis négociatrice dans cette branche et j'ai au téléphone des salariés qui appellent et qui expliquent, qui souffrent, qu'ils ont ils ont un comportement de notaire inadmissible, pas d'aide de leurs collègues. Donc là, j'ai eu plusieurs témoignages comme ça. J'en avais 2-3 par jour. 2-3 par jour, j'ai noté. Et en revanche, j'ai alerté les représentants employeurs. J'ai dit, voilà, moi, quand j'ai un salarié dans une étude de moins de 10, où il n'y a pas de délégué du personnel pour relayer, poser les questions mensuelles en DP, par exemple, je leur pose la question, est-ce que votre employeur a mis en place un document unique d'évaluation? Qu'est-ce que c'est un document unique? Je leur explique. Et j'ai eu plein de témoignages comme quoi il n'y avait pas de document unique. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Donc, le Conseil supérieur du notariat a été alerté par ça et a dit on va négocier un accord de branche là-dessus. Et on a fait un accord de branche avec un modèle de fiche INRS. On l'a signé en juillet 2017 et 3 mois après, on a fait un accord sur les RPS, en lien également. Et donc maintenant, quand j'ai un salarié, je leur explique que l'employeur doit avoir mis en place ce document et que bon, il n'y a pas que des devoirs, les salariés n'ont pas que des devoirs, mais il y a des obligations. Donc ça quand même, ça permet de cadrer le sujet et de responsabiliser les employeurs sur le risque qu'ils ont à ne pas établir ce document. Entendu. Bon, et tu soulignes que ça a été signé en 2017 et il y a toujours une perte. Encore maintenant, il y a beaucoup d'études où il n'y a toujours pas de DU, donc le travail d'accompagnement qui vous attend encore au niveau pour accompagner la branche. Merci Valérie. Valérie a parlé des groupes d'expression. Jean-Michel, je te passe la parole parce que dans l'offre, les services que vous proposez, l'IAPR, dans la ligne dédiée aux managers, c'est potentiellement de mettre en place des groupes de parole. Mais quand on a préparé l'entretien, tu me disais que il fallait faire attention avec la groupe de parole, ça pouvait être la première expression du besoin d'un manager en difficulté, mais ça pouvait être, selon les conditions, pas forcément le plus approprié. Oui, c'est ça. Alors,
Pour ajouter quelque chose à ce qu'a dit Valérie, hein, aussi bien dans la prise en compte des agressions, des violences internes ou externes, que pour la prévention des RPS globalement, il est très important qu'il y ait une chaîne, en fait, depuis la direction la plus haute jusqu'au dernier des petits stagiaires qui vient de rentrer dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y ait une chaîne de prévention et que chacun fasse attention à son subordonné, en fait. Que le manager de proximité fasse attention à son équipe, que le manager numéro 2 fasse attention à ses managers de numéro 1, que le manager numéro 3, etc., et ce jusqu'à la direction. Or, aujourd'hui, on remarque beaucoup, en tout cas moi dans ma pratique, c'est que très souvent, la prévention, elle s'arrête au N+1. Quand ça va relativement bien, ça va jusqu'au N+2. Mais c'est rare que ça aille très, très haut. Ça arrive peut-être dans certaines entreprises, hein, mais c'est assez rare. On remarque beaucoup qu'il y a cette rupture en fait entre le manager de proximité et comme s'il était la seule cheville ouvrière de la prévention. Donc on lui fait porter énormément de pression. Or, quand j'ai fait des formations managers, je leur dis aux managers, vous êtes une population à risque. On se focalise énormément sur les collaborateurs, ce qui est normal et ce qui est tout à fait logique, hein. Mais très souvent on oublie les managers. La force d'un collectif, d'une équipe, c'est qu'ils sont en équipe. Donc le collectif, c'est aidant, hein. Les managers, très souvent, ils sont seuls en fait. Ils sont seuls face à leur équipe, ils sont seuls face à leur direction. Ils n'ont pas la présence d'esprit où on leur a jamais dit qu'il fallait créer ou essayer de créer un collectif de managers pour pouvoir échanger des bonnes pratiques, être soutenus, etc. Et donc, parfois, lorsqu'on reçoit des managers quand on reçoit l'appel de managers au téléphone pour des situations, souvent des situations de conflit ou de surcharge au travail, eux, ils ont entendu parler de groupes de parole et ils nous disent tout de suite, voilà, il faut que vous veniez parce qu'il faut faire un groupe de parole. Un peu comme si c'était une baguette magique. Donc, on prend en compte l'urgence qu'on entend dans la voix du manager, hein, mais on essaie de travailler la demande avec lui. Parce que faire un groupe de parole comme ça peut être particulièrement délétère. Ça peut ne servir à rien. C'est-à-dire, si on fait un groupe de parole dans un collectif en souffrance, un groupe de parole dans tout de suite quelque chose de collectif, qu'est-ce qu'on va avoir pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures? Que des plaintes individuelles, des plaintes collectives. Et en fait, les gens vont sortir de ces groupes de parole encore plus mal que quand ils y sont rentrés parce que ils vont avoir leurs plaintes, mais ils vont avoir aussi les plaintes des autres. Donc, ce qu'on essaie de faire, alors on prend bien entendu, comme je vous disais, on prend en compte l'anxiété du manager pour l'accompagner jusqu'au bout et lui faire prendre conscience qu'avant de faire un groupe de parole, par exemple, hein, c'est important de faire, par exemple, des entretiens individuels parce que ça permettra à chaque individu d'exprimer sa plainte individuellement, peut-être de proposer quelque chose aussi pour faire évoluer les conditions de travail. Et ensuite, lorsqu'on a entendu tout le monde, on peut faire un groupe de parole. Les gens, on va dire, émotionnellement, ont pu évacuer un certain nombre de choses en individuel. Et puis aussi dire des choses, parce que vous savez, dans les groupes de parole, parfois, il y a des gens qui prennent la parole, qui la gardent, et tout tourne autour d'eux, en fait. Et les autres ont peu d'espace pour parler, ou alors que certains ont peur de parler d'eux-mêmes, donc ils écoutent et puis ils n'interviennent pas, etc. Ou il peut y avoir des attaques interpersonnelles. Bon, l'animateur, le psychologue animateur est là pour cadrer tout ça. Mais si on fait ce travail avant, par exemple, d'entretien individuel, ben, ça permet ensuite au groupe de parole d'avoir des gens plus sereins, hein, plus centrés sur, certes, ce qui va mal, mais surtout tournés vers comment on va pouvoir faire pour aller mieux. Et dans le cas des managers, c'est très rare d'avoir des groupes de parole managers. Donc, pourquoi? Parce que d'abord, c'est pas dans la culture managériale, hein, de travailler en groupe. Ensuite, les managers ont parfois peur un peu du regard des autres managers. Ils sont un peu, vous voyez, un peu en concurrence. Mais quand on arrive à faire un groupe de managers, on passe soit par de la formation, des groupes d'analyse de pratique, par exemple, hein, ou des groupes de régulation, ou voilà, des groupes où on va se centrer plus sur comment on fait le travail. Et grâce à ce passage-là, ou par la formation, ça permet ensuite, quand on a créé un lien de confiance et que les managers ont pu créer de la confiance entre eux, et bien parler peut-être plus de eux en tant que managers, qu'est-ce qu'ils ont comme difficultés, quelles bonnes pratiques ils recherchent, quelles sont leurs inquiétudes, leurs besoins, etc. Voilà. Donc le groupe de parole, c'est pas une baguette magique. Il faut faire attention. Et
s'il y a des managers à l'écoute, là, ce que je leur dis, c'est écoutez ce que vous dit le spécialiste psychologue au bout du fil. Si vous l'avez au bout du fil, ne vous focalisez pas sur le groupe de parole, c'est pas toujours la bonne méthode. Il y a plein d'autres méthodes possibles pour accompagner les gens individuellement, collectivement, etc. Et le psychologue que vous aurez au bout du fil, il pourra vous donner un certain nombre de pistes et d'actions à mener. Voilà. Il prendra en compte votre demande sera retravaillée, votre demande, et vous aurez des billes pour pouvoir faire face. Voilà. Entendu. Jean-Michel, moi, merci de cet éclairage. Dans l'entretien préparatoire qu'on a eu, c'est un exemple que tu n'as pas soulevé, mais là, je te laisse peut-être. C'est le groupe de parole, c'est pas la baguette magique, mais aussi l'accompagnement psychologique, c'est pas la baguette magique. Tout à fait. De façon plus globale. Et comme tu le disais, ce sont ces Jean-Paul, ces Valérie, ces Romain qui sont en première ligne dans les entreprises pour appréhender la problématique des salariés en situation d'exposition à des facteurs de risque quels qu'ils soient. Et là, l'accompagnant et Jean-Paul, Valérie, quand bien même vous êtes formés, etc., vous n'êtes pas psychologue. D'ailleurs, Romain, vous avez 3 psychologues, vous, dont c'est le métier. C'est pas votre métier, l'accompagnement psychologique. Donc, dans quelle mesure ces acteurs qui sont en première ligne, dans quelle mesure, sans être psychologue, dans quelle mesure il y a quand même des prérequis en termes d'aptitude à avoir, sans être psychologue, pour pouvoir adresser au mieux la demande en premier niveau. Alors, excuse-moi, parce qu'en fait, en parlant, j'ai perdu le fil et c'est par rapport au prisme, le biais de l'accompagnement psychologique, c'est l'exemple d'un salarié jeune qui décède avec un accident de voiture, par exemple, et la difficulté dans laquelle se retrouvent certaines directions et en disant on va mettre en place une cellule d'accompagnement psychologique, ils sont incapables de prendre leurs responsabilités pour porter eux-mêmes le message. Oui, alors la première ligne, c'est pas les DRH, c'est pas les acteurs du CSSCT, c'est pas le médecin du travail. La première ligne, c'est le collaborateur et son manager. Ça, c'est la première ligne. C'est les gens qui sont réellement au front. C'est eux qui doivent être le collaborateur en tant que responsable. C'est un adulte, responsable de son propre bien-être au travail, et le manager responsable des conditions de travail, des propres bien-être de ses collaborateurs et des siennes. Donc, la première ligne, c'est ça. Ensuite, dans l'entreprise, il y a plein de ressources. Et effectivement, RH, médecine du travail, CSE, etc. Ce sont des ressources qui doivent être à disposition des collaborateurs et du manager. Donc, la première ligne, c'est les travailleurs eux-mêmes, c'est les salariés eux-mêmes. Voilà. Ensuite, effectivement, dans le cas que tu as pris, un décès d'un collaborateur lors d'un accident de voiture, par exemple, parfois, certains lignes managériales ou certaines lignes RH ont tendance à très vite demander du soutien psychologique tout de suite, comme si, encore une fois, c'était une baguette magique et que le psychologue devait intervenir tout de suite en entreprise. Donc, nous, ce qu'on essaie de leur faire prendre conscience, c'est que le soutien psychologique, ce n'est pas le premier niveau de soutien. Le premier niveau de soutien, ce sont les collègues et le manager. C'est-à-dire qu'après un décès, on doit favoriser le soutien humain, le soutien par les collègues, le soutien par le manager, le soutien du collectif, etc. Donc, l'entreprise, elle doit tout faire pour mettre en œuvre ce soutien-là. Donc, par exemple, un acte très, très simple, c'est que lorsqu'il y a un décès dans une équipe, eh bien que la direction envoie un représentant, qui peut être le DRH, qui peut être un directeur adjoint, etc., mais quelque chose, ou un directeur régional, ou un directeur territorial, parce que c'est à l'entreprise de présenter ses condoléances, en gros, à l'équipe. Voilà. Donc, une reconnaissance par l'entreprise des difficultés induites par ce décès. Ensuite, la mise en place de rituels de partage, de cahiers de condoléances, etc. La préparation des obsèques éventuellement, etc. Et ensuite, l'éventualité de l'intervention d'un psychologue. Donc, ce que nous, on conseille aux entreprises, c'est que dans cette première phase, entre le décès et les obsèques, on propose aux entreprises l'ouverture de ce qu'on appelle un numéro dédié. Comme ça, les collaborateurs individuellement, ceux qui sont individuellement en difficulté, plus en difficulté, ont ce psychologue, peuvent avoir ce psychologue au bout du fil, jusqu'aux obsèques. Les obsèques, c'est un moment très, très important où il y a beaucoup de partage d'émotions, beaucoup d'évacuation d'émotions, de tristesse, etc. Et on dit aux managers, c'est après les obsèques. Après les obsèques, si vous remarquez que là, il y a
il y a une tristesse très profonde que les gens, ou alors il y a des conflits, parce que parfois, il y a des personnes qui tournent très vite la page, vous savez, après les obsèques, c'est comme si rien ne s'était passé. D'autres qui sont très profondément tristes. Et parfois, le manque de respect de l'état émotionnel de l'autre, ça peut créer des conflits. Donc, lorsqu'on dit au manager, voilà, après les obsèques, si vous remarquez ça, des tensions interindividuelles, des tensions collectives, ou une très forte tristesse, le collectif n'arrive pas à remonter la pente, là, on fait intervenir un psychologue. Et le psychologue, il peut intervenir soit ce qu'on appelle les permanences sur site, c'est-à-dire il va sur site pour recevoir individuellement des personnes qui le veulent, qui le souhaitent, soit pour faire des actions collectives, donc des groupes de parole centrés sur le deuil, sur la perte d'un collègue, ou les deux, permanence sur site et groupe de parole. Et comme ça permet de faire intervenir le psychologue là où il faut, et pas à la place d'eux. Vous voyez, donc tout le monde doit prendre sa place en fait. Les collègues, le manager de proximité, et puis la ligne hiérarchique, la ligne RH. J'ai oublié aussi médecine du travail, etc. Bien entendu, tous les acteurs sociaux en fait. Entendu. Je voulais juste te dire qu'il y a une question qui a été posée, c'est-à-dire comment aide-t-on un collègue qu'on voit manifestement en souffrance, mais qui ne se perçoit pas comme tel? Alors justement, il y a le rôle, je ne sais pas, je garde la parole, excusez-moi, il y a le rôle déjà des collègues, c'est-à-dire si je remarque qu'un collègue ne va pas bien, je vais aller le voir et je vais discuter avec lui. Vous voyez, il y a déjà ça, le premier niveau humain en fait. Je vais avec lui, je discute avec lui. Soit il veut pas. S'il veut, je fais ce que je peux, je discute humainement sans trop m'engager non plus, parce que effectivement, je suis ni psychologue, ni médecin, ni rien du tout. Je suis son collègue seulement. Et puis j'essaye de lui faire, de le convaincre de prévenir le manager ensuite, ou de prendre contact avec le médecin du travail, ou de prendre contact s'il y a une ligne numéro vert psychologue, de prendre contact avec le psychologue. Et si je suis inquiet pour lui, j'en parle à mon manager, sans son accord obligatoirement. Vous voyez, parce que parfois il y a des gens qui ne veulent pas ou qui ont peur d'eux, etc. Si je suis inquiet pour un collègue, c'est de mon devoir, c'est pas de la délation, c'est de mon devoir d'aller en parler à quelqu'un, un RP, l'infirmière du travail, le manager, un RH, etc. Voilà. Ensuite, le manager et puis les acteurs sociaux, les autres acteurs sociaux, ils inviteront le collègue à venir les voir et puis ils mèneront cette fois-ci un vrai entretien d'enquête en fait, de voir qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont ses inquiétudes, ses besoins, etc., etc. Et ensuite de lui proposer de mettre en place un certain nombre de solutions qui conviennent à sa problématique. Mais le premier niveau, encore une fois, c'est le niveau humain, c'est l'intuition. Je dis ça va, comment ça va? Il me répond bon, ça va moyennement. Je ne tourne pas les talons avec mon café, au contraire, je vais à son contact et puis je passe 5-10 minutes à discuter avec lui. Voilà. Alors, un autre sujet, je me permets, une autre question qui a été posée, un autre sujet qui fait le lien avec ça aussi, c'est un constat qui dit « Nos managers de proximité sont de plus en plus éloignés de leurs équipes car de plus en plus sollicités par leurs propres managers. Réunions, exploitation de données, tableau de bord. Les collaborateurs se retrouvent livrés à eux-mêmes sans recours au manager de proximité. Le manager de proximité se retrouve dans une situation intenable et tombe aussi en souffrance entre le marteau et l'enclume. » Alors, ça sera la dernière question, Sophie, parce que oui. après, j'aimerais bien qu'on puisse faire un petit tour avec l'ensemble des intervenants très rapidement. Donc, peut-être là-dessus, Romain, peut-être là sur la problématique des managers, on a que. Non, ça va. Je vais peut-être rebondir un peu sur ce qui a été dit précédemment, pour dire que effectivement, je pense que c'est important qu'on forme les managers au RPS et qu'à l'occasion de ces formations, alors moi c'est quelque chose que j'avais fait dans une vie antérieure et du coup je fais un petit clin d'œil à quelqu'un que je connais d'une vie antérieure et que je vois discuter dans le fil de discussion. Voilà, il se reconnaîtra sans doute et il a nommé l'établissement public dans lequel il travaille. C'est quelque chose que j'avais mis en œuvre il y a maintenant. Je sais pas, 7-8 ans peut-être, dans une expérience professionnelle antérieure, et puis qu'effectivement, on a souhaité, dans le cadre de ce comité de pilotage RPS, là aussi, c'est une action qu'on n'a pas attendu de se dire, on arrive à la finalisation du plan d'action pour mettre en œuvre. Donc là, on forme nos 300 managers au RPS, et vraiment, j'ai voulu que cette formation, ça soit pas seulement une formation hyper descendante, mais ça soit effectivement une formation hyper participative. Et c'est comme ça qu'on l'a conçu avec l'organisme de formation, qu'on en fasse également un moment de partage entre managers. Et on voit, là, on a fait 7 sessions pilotes, donc on les a mis en œuvre depuis le mois de septembre. On a fait 7 sessions pilotes. Ces sessions pilotes, elles nous permettaient également d'ajuster dans le déploiement qui va avoir lieu sur 2021. Et on voit que c'est vraiment l'occasion pour les managers de se dire, moi je fais toutes les clôtures de formation là, et de les entendre dire,
ah ben, ça fait du bien parce qu'on a pu parler entre nous. On voit qu'on vit les mêmes choses. Donc, en fait, je suis pas tout seul. Et accessoirement, j'ai aussi voulu les construire d'une façon à ce qu'on crée une communauté de managers qui se disent à un moment donné, si je suis embêté, je vais aussi, enfin, si j'ai ces questions, je vais aussi pouvoir aller me reposer sur un de mes collègues. Et c'est ça aussi qu'on a essayé de créer, voilà, en même temps une communauté de managers au-delà des échanges. Donc ça, c'est hyper important. Également, je pense qu'il y a quelque chose à faire au-delà de la formation des managers et pairs, peut-être de former aussi nos collaborateurs à l'écoute active. Alors moi, je vois bien dans le fil de discussion, ils n'ont pas le temps, ils sont éloignés parfois et la direction générale est éloignée. Je voulais aussi revenir sur ça. La direction générale, elle est éloignée, mais elle est éloignée parce que peut-être que là où on est des RH, on ne prend pas toujours nos responsabilités, on n'a pas toujours le courage d'aller voir notre direction pour leur dire il y a des choses qui ne vont pas, quoi. Donc j'ai envie de dire, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Et il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités en tant que DRH pour se dire oui, il y a des problèmes et on va les remonter. Et parfois dire aussi aux représentants du personnel que dans certaines situations individuelles, là aussi, c'est pas tout blanc et c'est pas tout noir. Et je pense que quand il y a une personne qui, dans l'entreprise, dysfonctionne, il faut que chacun prenne ses responsabilités, les représentants du personnel aussi. On peut aussi, pas forcément toujours, défendre l'indéfendable et ensemble avoir ces discussions. Je le dis parce qu'en tant que DRH, j'ai eu à le vivre dans des situations individuelles ou avec des représentants du personnel. En off, dans mon bureau, on se disait « ouais, on est d'accord ». Et en définitive, quand on était sorti dehors, on se disait pas, on est d'accord. Et ça, je pense que c'est vraiment dommage. Je pense qu'on a, je vais être un peu provoque avant de partir. J'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir fait mon mémoire de 3e cycle sur les relations sociales avec Jean Caspar, qui m'a dit un truc que je trouve très vrai. C'est quand on a des patrons cons, on a des représentants du personnel cons, et quand on a des représentants du personnel cons, on a des patrons cons. Et je pense que du coup, les uns avec les autres, je le redis, on peut travailler ensemble et on doit travailler ensemble sur ces sujets, et parce qu'on n'a qu'une envie, c'est que les salariés soient bien dans l'entreprise. Merci Romain. Jean-Paul, par rapport à tout ce que tu as pu entendre, tu as été le premier à parler de formation, enfin de les aptitudes de formation, enfin sur l'écoute active. Ce que ça t'inspire, ce que tu as entendu pendant cette matinée? J'ai vu dans le fil des questions qu'il y avait beaucoup de demandes, on va dire, d'informations très pratiques. Donc moi, mon conseil, ça serait de faire l'inventaire de tous les leviers disponibles. Et dans cette conférence, j'en ai découvert d'autres avec les autres intervenants. Et puis aussi de consulter régulièrement le site souffranceettravail.com, parce que c'est une mine d'or en termes de guides pratiques, d'infos pratiques. Par exemple, si malheureusement un suicide frappe votre entreprise, vous avez un guide d'action et même pour la famille du salarié touché. Et il faut être prêt. Ces choses-là, il ne faut pas les découvrir au moment où ça arrive. Donc, vous devez faire cet inventaire et avoir un maximum d'outils au cas où des situations arrivent. Bon, j'ai la chance d'avoir été formé au Québec par le principal syndicat sur l'aide de proximité. Ils ont un énorme réseau là-bas depuis 1990. J'ai ramené beaucoup de choses du Québec et même des outils pour des situations dramatiques, comme par exemple l'assassinat d'un enfant. C'est une situation extrêmement rare, évidemment, ou l'enlèvement, ou peu importe. Mais je pense qu'il faut être prêt à toutes les situations. Ces outils existent et il faut les avoir absolument prêts et pas attendre que ça arrive. Voilà. Merci Jean-Paul. Valérie? Alors, de synthèse. Oui, la synthèse, non, par rapport à l'écoute des salariés entre eux, c'est déjà le premier niveau pour moi. Après, il y a les alertes que les salariés peuvent faire au niveau des délégués du personnel. Mais c'est vrai que là, pour le cas des TPE, où dans une étude notariale, la salariée appelle en larmes et toute seule, je pose la question, avez-vous le soutien de vos collègues? Est-ce que vos collègues ont subi les mêmes choses que vous? Et pour aller voir le notaire, je lui conseille de ne pas y aller toute seule et de partager avec ses collègues et carrément écrire ce qu'ils ont vécu et d'aller ensemble voir le notaire et dire voilà, il y a un accord de branche là-dessus, nous on veut bien participer à l'élaboration du document, mais il faut nous faire participer et nous on veut collectivement
avoir des bonnes conditions de travail et venir au travail bien dans sa peau, pas être en mode. Donc je confirme que et rappeler aux salariés qui sont témoins de violence ou de harcèlement d'un collègue et qui n'agissent pas ou qui même se mettent en retrait ou ne veulent même pas les aider, il y a quand même une responsabilité. Ça, je leur dis. Parce que, bon, au bout d'un moment, voilà. Donc, la bienveillance des collègues, oui. Entendu. Merci Valérie. On arrive à l'issue de notre atelier. Sophie, je te propose un petit mot de conclusion. Merci Rodolphe. Il y a tellement de choses à dire. En une phrase ou deux, allez. Je reprendrai un peu les termes de M. Thévenon sur le fait que c'est l'importance de travailler ensemble entre à la fois les représentants du personnel et la direction, sans quoi aucune démarche collective n'est efficiente, parce que c'est un maillage fin qui nécessite de pouvoir s'inscrire dans une approche vraiment paritaire. Ça pose du coup des questions sur justement cette démarche collective nécessite de travailler sur la structuration de cette démarche collective, c'est-à-dire formaliser une cartographie des acteurs, qui fait quoi et quand, que ce soit les représentants du personnel, le corps médical, la direction, les relais de proximité, pour s'assurer justement que le maillage soit opérant. Et ça, je pense que c'est très important et qui permet aussi de structurer la politique de prévention jusqu'à l'intégration dans le document unique, qui est finalement l'aboutissement et qui est un outil de pilotage de tout ça. Et puis, je dirais, un élément aussi qui est important, on a parlé beaucoup de formation à l'écoute active, de la relation d'aide, de quoi on parle quand on parle de risques psychosociaux. Et je pense qu'il y a aussi un élément très important de sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs, parce que tout le monde est acteur de prévention, chacun à son niveau. Et je pense qu'il est important de rappeler de quoi on parle quand on parle de risques psychosociaux, et qui sont les acteurs relais que je peux solliciter, parce qu'on sait très bien que parler de risques psychosociaux, c'est loin d'être simple, en fait, hein, pour chacun d'entre nous d'aller évoquer un sujet. C'est normal que ça ne vient pas naturellement, et d'où cette importance aussi de pouvoir avoir les relais adaptés. Voilà, je m'arrête là. Écoute, merci Sophie, merci à l'IAPR, à toi et à Jean-Michel d'avoir apporté votre éclairage global sur l'approche de ce sujet complexe visant à faire le lien entre individuel et collectif. C'est un vaste sujet, mais que vous avez tous à cœur. Donc, merci à Valérie, à Jean-Paul et à Romain pour leurs interventions sur leur retour d'expérience respectifs. Merci à vous dans la salle d'avoir participé. Donc, je renverrai donc les éléments que Jean-Paul a montrés. Vous recevrez un compte-rendu, le replay en automatique, vous l'avez, et compte-rendu à suivre sur Miroir Social. Les prochains ateliers, ça va être aussi assez compliqué, enfin, il n'y a pas de sujet simple de toute façon, mais sur les référents harcèlement et la convergence entre les référents harcèlement des CSE et les référents harcèlement des CSE qui ont peut-être des choses à se dire et à converger. Donc, merci à vous tous et bonne journée, et bon week-end. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Bientôt. Au revoir. Au revoir.